Voilà, Madame le maire, chers amis, la figure d'André-Marie Ampère est à la fois illustre et relativement méconnue. À Lyon, nous savons qu'une place, une station de métro, un grand lycée portent son nom, mais bien peu ont visité la maison de son enfance dans les coteaux du Mont d'Or. Paris, où il a vécu la deuxième moitié de sa vie, réalisé l'essentiel de sa carrière scientifique, lui a attribué une rue du 17e arrondissement. Et dans le monde entier, le nom d'Ampère est prononcé quotidiennement en tant qu'unité de l'intensité électrique. Et pourtant, je regrette qu'on ne retienne seulement d'Ampère qu'il fut un grand physicien, fut-il le Newton de l'électricité, alors même qu'il ne consacra à cette science, l'électrodynamique, que quelques mois de travaux intensifs et quelques années de travaux épisodiques. En fait, officiellement, Ampère était mathématicien, professeur à l'école polytechnique, membre de l'Académie des sciences en tant que mathématicien. Mais il fut surtout un savant éclectique, s'intéressant à tous les domaines, chimiste passionné, physicien admirable, naturaliste à l'occasion, passant d'une science à l'autre dans la plus grande dispersion, tout en considérant la philosophie comme, je cite, la seule science vraiment importante. Je souhaiterais donc profiter de cette rencontre pour revisiter la figure exceptionnelle, inclassable et attachante d'un savant universel dont le génie fut tiraillé entre l'esprit de l'encyclopédie d'un côté et celui contraire du romantisme, et qui fut aussi un homme de cœur à la vie personnelle aussi douloureuse que passionnée. André-Marie Ampère est né en 1775, on l'a dit, à Lyon, dans le quartier Saint-Nizier, au sein d'une famille bourgeoise, profondément catholique, attachée à la monarchie et simultanément ouverte aux idées nouvelles venues des Lumières. Son père avait acquis une propriété à Paul-et-Mieux au Mont d'Or, que vous voyez. C'est dans ce cadre bucolique, proche de Lyon, qu'André-Marie, qui n'ira jamais à l'école, s'initie, pour ainsi dire, tout seul à la lecture, à la botanique, en lisant les essais de Buffon, aux mathématiques, pour lesquelles il montre des dispositions exceptionnelles. Très tôt s'affirme aussi une mémoire prodigieuse qui lui permet d'apprendre par cœur des articles entiers de l'encyclopédie. Il lit les classiques grecs, apprend l'italien tout seul, compose un traité sur la quadrature du cercle à 13 ans et s'initie au calcul infinitésimal grâce à quelques leçons de l'abbé Daburon à Lyon. De sorte qu'à 18 ans, André-Marie maîtrise parfaitement la mécanique de Lagrange. Autant dire ce qu'on lisait de plus difficile en mathématiques à cette époque. Plus tard, Ampère évoquera les 3 événements qui ont le plus marqué son enfance et ils sont très significatifs. Il s'agit d'abord de sa première communion à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Ensuite, de sa lecture d'un éloge de Descartes qui déterminera sa vocation philosophique. Et enfin, de l'annonce de la prise de la Bastille que sa famille accueille dans une grande espérance de renouvellement de la monarchie. Malheureusement, on le sait, la tourmente révolutionnaire va rattraper cette famille. La sœur aînée d'André-Marie était morte de maladie en 1792. Jean-Jacques Ampère, père d'André, est devenu juge de paix au sein d'une municipalité girondine. Il aura à instruire le procès du sinistre Chalier, le bourreau de Lyon, qui sera guillotiné, et les représailles ne tardent pas. On le sait, Lyon est assiégée sur ordre de Robespierre. Au terme du siège de la ville par les armées de la Convention et de sa capitulation en octobre 1993, Jean-Jacques est à son tour guillotiné en novembre. La tragique nouvelle provoque chez son fils, âgé de 18 ans, un ébranlement psychique dont il mettra 1 an à se remettre et qui va contribuer à sa nature hypersensible et instable. Pourtant, la vie reprend le dessus, le jeune homme, toujours épris de connaissances, s'emploie à créer une langue universelle dans laquelle il écrit des poèmes. D'autres poèmes en français font songer déjà à Lamartine, qu'on en juge à ce court extrait. « Que j'aime à m'égarer dans ces routes fleuries où je t'ai vu errer sous un dais de lilas, que j'aime à répéter aux nymphes attendries sur l'herbe où tu t'assis, les vers que tu chantas, etc. » En 1796, Ampère a 21 ans et rencontre le grand amour de sa vie, Julie Caron. Elle habite le village voisin de Saint-Germain. Il devra attendre 3 ans pour l'épouser,
3 ans durant lesquels il est installé à Lyon, où, comme on l'a dit, il donne des cours de mathématiques et fréquente de jeunes intellectuels comme Pierre-Simon Ballanche, un nom important, qui sera son témoin de mariage. Vous voyez sur la diapo des extraits de son journal intime et de sa correspondance avec Julie. Dimanche 10 avril 1996, aujourd'hui je l'ai vu pour la première fois. Le mariage a lieu en août 1799 et le couple installé à Lyon donne naissance 1 an plus tard à Jean-Jacques fils cette fois-ci, qui sera bien plus tard un des grands écrivains de sa génération et membre de l'Académie française. Mais à la suite de cette naissance, Julie va tomber malade et doit se retirer dans sa famille à Saint-Germain. Février 1802, Ampère est nommé professeur à l'école centrale de Bourg-en-Bresse. Éloigné de sa femme avec laquelle il correspond assidûment mais qu'il ne peut retrouver que de loin en loin à cause de la distance, Ampère se consacre à son enseignement de physique et ses expériences de chimie. Il trouve le temps de publier 2 mémoires de mathématiques sur les probabilités et sur les séries qui vont le faire remarquer de la communauté scientifique et notamment de Lalande qui le fait nommer au lycée de Lyon. Mais cette nomination coïncide avec la mort de sa chère épouse, 2e événement tragique de sa jeunesse, qu'il consigne dans son journal intime et qu'il s'efforce de vivre en chrétien, mais dont il ne se remettra jamais vraiment. Profondément désemparé par cette nouvelle épreuve, Ampère trouve une diversion dans des spéculations philosophiques, dont témoigne un mémoire inachevé consacré aux opérations mentales. Mais il est surtout réconforté par l'amitié de Pierre-Simon Ballanche et celle de Claude-Julien Bredin, dont on vient de parler, qu'il vient de rencontrer et qui devient le grand ami de cœur. On est en 1804. Le traumatisme révolutionnaire a laissé des traces profondes dans les esprits de ces jeunes intellectuels. Par leur sensibilité extrême, leur tendance au mysticisme, ils annoncent le romantisme dont ils constituent une des sources occultes selon l'historien des idées Auguste Viatte. Rappelons que Chateaubriand vient de publier son Génie du christianisme en 1802, dont on dit qu'il a emprunté le titre à Ballanche. Avec Ballanche, Bredin et quelques amis, Ampère va fonder un cercle indépendant de réflexion philosophique, spirituelle, la Société chrétienne. Ampère en est l'animateur et va proposer des exposés, comme un exposé sur les preuves historiques du christianisme. Il s'y montre disciple de Pascal en soulignant comment le christianisme éclaire les tendances contraires qui divisent le cœur de l'homme entre misère et grandeur. Malgré le caractère éphémère de ces réunions, ces amitiés vont perdurer et l'on peut dire que ce petit groupe d'intellectuels participe au renouveau religieux très sensible à Lyon à l'orée du XIXe siècle et qui portera ses plus beaux fruits quelques années plus tard avec le curé d'Ars, des figures de laïcs comme Pauline Jaricot, Frédéric Ozanam et bien d'autres. Octobre 1804, Ampère a 29 ans. Il ne peut plus supporter sa ville de Lyon, associée à tant de drames. Il est nommé répétiteur d'analyse à l'école polytechnique, au moment où la France bascule dans l'Empire. À Paris, Ampère se met à fréquenter l'élite scientifique, en particulier la société d'Arcueil, dominée par Laplace et Berthollet, où l'on professe une sorte d'orthodoxie newtonienne. Mais c'est un autre cercle de philosophes cette fois, le cercle d'Auteuil, qui a sa préférence. Je vais vous lire une lettre, un extrait, à sa belle-sœur Élise, qui y fait écho, tout en trahissant l'état quasi dépressif dans lequel se débat Ampère. Je cite. « Ma vie est un cercle dont les anneaux se ressemblent, m'ennuyer en travaillant, m'ennuyer lorsque j'ai un moment de repos. Je n'ai qu'un seul plaisir, bien creux, bien futile, et que je goûte rarement, c'est celui de me disputer sur des questions de métaphysique. Ce n'est que le dimanche que je puis voir des métaphysiciens tels que M. Mendebiran, avec qui je suis fort lié. » Et pourtant, au moment où il écrit ces mots, la carrière d'Ampère professionnelle et scientifique va être fulgurante. Il est rapidement nommé professeur d'analyse à Polytechnique, un professeur atypique, aux distractions, aux maladresses légendaires, confus souvent, toujours prêt à se lancer dans d'interminables digressions
et à expédier des démonstrations importantes et complexes en quelques minutes. En 1808, cet homme qui n'est jamais allé à l'école de sa vie est nommé inspecteur général de l'université, ce qui veut dire pratiquement la tournée des lycées, ce qui l'oblige à de fastidieuses tournées d'inspection en province jusqu'à sa mort. Entre 1809 et 1814, ce mathématicien bien peu conventionnel se passionne surtout pour la théorie chimique et la philosophie. En chimie, Ampère n'expérimente pas lui-même, mais il s'informe des travaux de ses pairs pour théoriser les bases physiques de la chimie. Il travaille en lien avec le savant anglais Davy, qui avait isolé le potassium et le sodium. À son tour, Ampère prouve que le chlore, l'iode et le fluor sont des corps simples contre Berthollet et Laplace. Et ce n'est que du bout des lèvres que Davy va reconnaître l'apport décisif d'Ampère. Dans le prolongement de cette recherche sur les corps simples, ce passionné de classification naturelle, c'est la marque de l'encyclopédie sur sa formation, va proposer une des toutes premières classifications des espèces chimiques. Vous la voyez à droite. En 1814, une année importante, Ampère propose une démonstration de la loi de Mariotte, selon laquelle la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume, à partir d'une hypothèse physique sur les molécules qui composent le gaz. On parle de l'hypothèse d'Avogadro-Ampère. La même année 1814, il prouve la loi de Gay-Lussac sur les proportions fixes dans les réactions gazeuses. Il le fait par une théorie de la réaction chimique fondée sur la distinction entre ce que nous appellerions, nous, les atomes et les molécules. Il est vrai qu'Ampère croit pouvoir expliquer les affinités entre molécules par des conformités géométriques. C'est un peu du Platon. De plus, son atomisme est bien en deçà de celui de Dalton, car pour Ampère, tous les atomes sont identiques. Néanmoins, sa théorie de la réaction est remarquable en ce qu'elle pose les bases d'une mathématisation de la chimie. En 1816, Ampère s'intéresse aussi à la théorie optique de son ami Fresnel. À contre-cœur, il renonce à la théorie newtonienne de l'émission pour se convertir à la conception vibratoire. À ce moment-là, on peut dire que se précise dans la physique française une sorte d'opposition entre deux camps. Le camp, on va dire, un peu conservateur newtonien autour de Laplace, Biot, Poisson, et la nouvelle physique incarnée par Fresnel, Ampère et Arago. Pourtant, durant cette même période parisienne, première période parisienne, déjà éparpillée entre de nombreuses activités administratives, d'enseignement, de recherche, c'est à la philosophie qu'Ampère consacre le meilleur de son énergie. La société d'Auteuil qu'il fréquente prolonge les idées de Condillac dans le cadre d'une philosophie qu'on appelle sensualiste, c'est-à-dire qui s'efforce de ramener toutes les opérations psychologiques, intellectuelles de l'homme à la combinaison des sensations passives. L'orientation est matérialiste, et c'est dans ce cadre que Maine de Biran, soutenu par Ampère, va provoquer une révolution dans la philosophie alors dominante. Pour dire les choses brièvement, Maine de Biran va partir d'une analyse de l'effort musculaire, une sorte de phénoménologie de l'effort. Dans cette expérience, la volonté se découvre elle-même comme une force première, irréductible à la sphère de la passivité des sensations. En mettant en évidence l'existence de ce moi volontaire et conscient de sa volonté, Maine de Biran inaugure une philosophie de la liberté contre le matérialisme des idéologues. Cette philosophie aura une grande fécondité puisqu'un de ses héritiers, c'est Bergson lui-même, un siècle plus tard. Mais de son côté, Ampère aimerait compléter la théorie de son ami par une philosophie de la connaissance. Ampère est hanté par la question du fondement de la faculté de la raison, de la faculté rationnelle. Quelle est la valeur des concepts que nous formons, en particulier des concepts scientifiques? À quoi correspondent-ils dans la réalité? Un atome, est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est juste une manière de parler efficace? Dans une correspondance soutenue avec Maine de Biran, Ampère élabore une théorie de la connaissance originale d'orientation réaliste. Selon lui, la connaissance, notamment la connaissance scientifique, ne permet pas de connaître les réalités de la nature en elle-même, comme le dit Kant,
mais elle est capable d'abstraire les relations qui structurent le monde physique. Il s'agit d'un réalisme de la relation, de sorte que le langage naturel de la physique s'appelle les mathématiques. Ampère était très attaché à sa doctrine philosophique des relations qu'il va s'efforcer d'éprouver dans ses travaux scientifiques. Donc vous le voyez, une carrière de mathématicien, des découvertes importantes en chimie, une passion pour la philosophie, des succès académiques très importants, et cela ne comble pourtant pas notre savant. Au moment même de son élection à l'Académie des sciences en 1814, il avoue à son confident de toujours, Bredin, « Tout me réussit au dehors, tout me pèse au dedans ». Et je dois évoquer ici les déboires affectifs du savant, sentimental invétéré d'une extrême naïveté, ainsi que ses tourments religieux dans lesquels il se débat durant une douzaine d'années. Peu de temps après son arrivée à Paris, Ampère a contracté un remariage catastrophique, piégé par une famille d'intrigants qui en veulent à sa réputation et à son argent. Finalement chassé du domicile conjugal, il apprendra la nouvelle de sa fille, Albine, par le portier du ministère dans lequel il s'était réfugié. Ces interminables épreuves conjugales vont ébranler sa foi, déjà naturellement tourmentée. La correspondance entre Ampère et Bredin est tout entière consacrée aux vicissitudes spirituelles de ces deux hommes qui n'ont aucun secret l'un pour l'autre et qui ne cessent de se réconforter mutuellement lorsqu'à tour de rôle, ils perdent et retrouvent la foi. Quelques jours après la naissance de sa fille, Ampère écrit à Bredin « Comme j'ai prié et pleuré en allant à la messe, il me semblait que Dieu me parlait. N'aurais-je personne pour me soutenir? Retomberais-je loin de lui ?» Ce sentiment de désarroi moral et spirituel, dans lequel il végète depuis près de 10 ans, va culminer en cette fameuse année 1814. Ampère doit renoncer à une liaison qu'il espérait durable et frôle le suicide. Comme il l'écrit à Bredin, il ouvre en cet instant l'Imitation de Jésus-Christ pour y lire « La vraie consolation ne peut être recherchée qu'en Dieu seul ». Et c'est en 1817 qu'Ampère, à la suite d'un choc spirituel, va revenir à une foi plus paisible et à la pratique des sacrements. On trouve dans les cartons de l'Académie des sciences, les fameux 36 cartons, un amas de brouillons épouvantable et passionnant, plusieurs témoignages de cette conversion, en particulier une belle méditation dans lesquelles on va retrouver des accents pascaliens. Voilà ce qu'écrit Ampère. « Défie-toi de ton esprit, il t'a si souvent trompé. Quand tu t'efforçais de devenir philosophe, tu sentais déjà combien est vain cet esprit qui consiste en une certaine facilité à produire des pensées brillantes. Mon Dieu, que sont toutes ces sciences, tous ces raisonnements, toutes ces découvertes du génie, toutes ces vastes conceptions que le monde admire et dont la curiosité se repaît si avidement, en vérité, rien que de pure vanité. » Alors, il y a de quoi s'étonner d'une telle condamnation quand on connaît l'activité intellectuelle acharnée d'Ampère. De fait, pour ce savant chrétien, la science doit être honorée, car elle est son devoir d'État. Mais ce devoir d'État doit rester ordonné à la vie spirituelle, plutôt qu'il ne lui fasse écran. Je cite, « Travaille en esprit d'oraison, étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton État, mais ne les regarde que d'un œil, que ton autre œil soit constamment fixé par la lumière éternelle. » Pour Ampère, la science, la philosophie et la foi ne peuvent s'opposer. Croire en un Dieu logos, selon l'évangile de Jean, c'est précisément affirmer que ce monde est rationnel, intelligible. Mais comme dirait Bossuet, maudite est la science qui ne tourne pas à aimer. Et nous voici arrivés dans la dernière partie de la vie d'Ampère, celle qui commence en 1820 et par les grandes découvertes en électrodynamique, Ampère a 45 ans, et qui s'achève en 1836 par sa mort à 61 ans. Nous allons voir donc maintenant un petit film qui résume les découvertes fulgurantes en électrodynamique. Donc soyez très attentifs parce que le film est assez fulgurant lui aussi, ça va aller vite. Découvertes qui ont eu lieu, comme on l'a dit, en quelques semaines, septembre 1820.
1820, Ampère découvre l'électrodynamique. André-Marie Ampère est le grand savant lyonnais qui découvre le courant électrique en 1820, le Newton de l'électricité, comme l'a qualifié le célèbre physicien Maxwell. À cette époque, l'électricité est encore très mal connue et n'a aucune application pratique. On connaît les charges électriques, celles que l'on obtient en frottant un bâton d'ambre ou de verre et qui attirent des fétus de paille, celle des nuages qui produit la foudre, celle créée en associant deux métaux dans un liquide conducteur, c'est la pile que vient de découvrir l'italien Volta. On connaît également les aimants comme cette pierre de magnésie, oxyde de fer naturel, qui s'oriente à la surface de la Terre dans l'aiguille de la boussole. Mais on ne fait aucune relation entre charge électrique et aimant. En 1819, le physicien danois Ørsted approche d'une aiguille aimantée mobile, un fil connecté à une pile de Volta. Aussitôt, l'aiguille dévie et quitte la direction du pôle. Le 11 septembre 1820, l'expérience est reproduite à l'Académie des sciences de Paris devant Ampère qui vit cela comme un choc. C'est l'éclair de génie qui va donner naissance à l'électrodynamique, la science des interactions entre courants électriques. Une semaine plus tard, il énonce son hypothèse fondamentale sur l'existence du courant électrique dans les aimants, y compris pour le magnétisme terrestre. Ampère annonce qu'en l'absence de magnétisme terrestre, l'aiguille s'orienterait perpendiculairement au fil, et il le démontre en inventant une aiguille aimantée dite astatique. Il met en évidence et caractérise les efforts électrodynamiques entre conducteurs. Ampère montre que l'aiguille aimantée dévie parallèlement tout au long du fil conducteur, même très loin de la pile. Cette propriété caractéristique du circuit dans son ensemble est une grandeur, le courant électrique. Il est le premier à distinguer clairement les notions fondamentales de tension et de courant. André-Marie imagine d'utiliser cette propriété pour construire un télégraphe électrique qui deviendra réalité avec l'invention du code Morse. En 1881, le Congrès des électriciens lui rend hommage en nommant Ampère l'unité internationale de courant. Ampère montre que deux fils enroulés en spirale ou en hélice se comportent exactement comme le feraient deux pôles d'aimant. En plaçant, avec le physicien Arago, un cylindre de fer doux au centre de l'hélice, qu'il nomme solénoïde, il découvre l'aimantation temporaire qui est à la base de l'électroaimant. Ampère réalise aussi la rotation d'un aimant autour de son axe, qui préfigure déjà le moteur électrique. Il définit enfin les lois mathématiques d'interaction entre deux conducteurs élémentaires et en déduit la formule pour des conducteurs macroscopiques. C'est l'aboutissement en 1826 de ses travaux sur l'électrodynamique. Cette électrodynamique est aujourd'hui présente partout dans la production et l'utilisation de l'électricité qui nous éclaire, nous nourrit, nous transporte, nous soigne et nous relie. Alors on pourrait ajouter beaucoup de choses sur le fait, par exemple, qu'Ampère est passé tout près de la découverte de l'induction électromagnétique, qui sera faite par son correspondant anglais Faraday. En tout cas, tous ces travaux vont être synthétisés 6 ans plus tard, 1826, dans un célèbre ouvrage intitulé « La théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience ». Je souligne au passage que le titre est rhétorique. Théorie mathématique, certes, elle l'est au point de décourager Faraday par sa technicité. Mais la mention uniquement déduite de l'expérience est une pure allégeance à l'école de Laplace, selon laquelle il ne faut pas se donner d'hypothèses physiques pour décrire les phénomènes. Or, tout montre que la théorie d'Ampère se fonde en réalité sur l'existence des courants particuliers au sein de la matière. Notons aussi au passage que dans les années de l'électrodynamique, Ampère, toujours dispersé, publie un long article sur l'anatomie comparée, 1824, afin de soutenir les thèses nouvelles de Geoffroy Saint-Hilaire sur l'unité de plan des espèces animales, contre l'avis du grand Cuvier. C'est aussi en 1824 qu'Ampère est nommé à la chaire de physique du Collège de France, chaire qu'il détourne souvent pour développer ses conceptions d'histoire naturelle, que Cuvier, dans sa propre chaire du même Collège de France, s'emploie à contredire à flux tendu. À partir de 1829, Ampère reprend un vieux projet philosophique, celui, tenez-vous bien, d'une classification naturelle de toutes les connaissances humaines. Ce travail titanesque ne cessera d'occuper ses pensées, d'autant plus que cette classification des connaissances
prétend se fonder sur une classification des opérations psychologiques élaborée des années plus tôt. Ampère prétend justifier les subdivisions des sciences par l'application des mêmes opérations cognitives sur des objets différents. Les cartons de l'Académie des sciences, que j'ai épluchés pendant pas mal de journées, regorgent de classifications tantôt psychologiques, tantôt des connaissances humaines, indéfiniment remaniées. Cette œuvre ultime allait être publiée pour sa première partie, consacrée aux sciences de la nature en 1834, et pour la deuxième partie consacrée aux sciences de l'esprit en 1836, après la mort du savant. En voici une version simplifiée. Elle se présente comme une vaste classification dichotomique, procédant des sciences les plus générales jusqu'aux subdivisions les plus fines. Vous voyez, les sciences plus générales, sciences du cosmos, sciences de la pensée, et ça se subdivise, ça se resubdivise de façon dichotomique. Mais la classification ici est partielle. En réalité, on va aller jusqu'à 128 sciences par dichotomie. C'est ainsi qu'Ampère invente des termes nouveaux forgés sur des racines grecques, par exemple cinématique, ethnographie, et même le terme de cybernétique, mais je vous rassure qu'il ne correspond pas du tout à la science actuellement nommée ainsi. Il invente même une science médicale centrée sur les rapports du physique et du psychique, sans négliger, bien sûr, les sciences littéraires, philosophiques, juridiques, et j'en passe. Alors cette œuvre admirable, par certains côtés, introduite par des vers latins, a aussi quelque chose d'un peu monstrueux. Elle pêche par son esprit de système que trahit ce schéma très artificiel, dichotomique, même si les sciences principales seront plus tard validées par des philosophes comme Cournot ou Bergson. Auguste Comte, le fondateur du positivisme, qui était élève à Polytechnique au moment où Ampère enseignait, critiqua sévèrement cette classification, alors même qu'il louait le caractère positif de l'électrodynamique d'Ampère, non sans malentendu. Vous voyez cette étrange alliance chez Ampère entre puissance intuitive et tendance au systématisme. On le voit à travers cette classification. Elle trahit une espèce de mysticisme de la connaissance dont Ampère ne sera jamais guéri. S'il y a bien une obsession qui parcourt tous ses travaux, c'est l'obsession de l'unité. Vous voyez, unité de l'électricité et du magnétisme, unité de plan de toutes les espèces biologiques, unité entre les différentes disciplines, pourtant les plus éloignées. Classer, c'est réduire le multiple à l'un, qu'il s'agisse des classifications psychologiques, chimiques, biologiques ou des classifications des connaissances humaines. Alors voici une confidence faite par Ampère à son ami Bredin qui éclaire bien l'esprit de notre savant. Je cite : « Je ne trouve que des vérités, enseigne-moi la vérité. » Cette vérité ultime après laquelle languit Ampère, c'est sans doute dans la religion qu'il va la trouver. Nous avons un témoignage précieux des dernières années du savant à Paris grâce au jeune Frédéric Ozanam, lyonnais fraîchement débarqué à Paris pour ses études de droit et qui était hébergé chez le savant. Dans une des lettres à ses parents, Frédéric Ozanam, futur universitaire, apôtre du catholicisme social, brosse un portrait pittoresque d'Ampère. Alors le portrait est, je crois, très objectif, donc on peut le recevoir. Voilà ce qu'écrit le jeune Ozanam. Doué d'une mémoire prodigieuse pour tout ce qui est scientifique, Ampère est oublieux pour toute affaire de ménage. Il a appris le latin tout seul, il ne fait des vers latins que depuis 2 ans, mais les fait très bien. Il possède l'histoire à merveille, lit avec autant de plaisir une dissertation sur les hiéroglyphes qu'un recueil d'expériences de physique et d'histoire naturelle. Tout cela chez lui est instinctif. Les découvertes qui l'ont porté au rang où il est aujourd'hui lui sont venues, dit-il, d'un coup, sans savoir comment. C'est encore Ozanam qui décrira les conversations domestiques, l'humour, les distractions d'Ampère. Comment un soir il surprend le vieux savant agenouillé dans un recoin de l'église Saint-Étienne-du-Mont. Comment Ampère, au terme d'une vertigineuse improvisation sur l'anatomie comparée, s'élève du plan de la création à celui de l'intelligence divine en s'écriant « Que Dieu est grand, Ozanam, que Dieu est grand ». Ozanam restera lié au Ampère, il va devenir l'ami de Jean-Jacques, le fils. Il sera introduit par ce dernier dans le cénacle de Madame Récamier, que connaissait bien
notre savant, où il se liera avec Ballanche lui-même. Et nous arrivons au terme du voyage. Juin 1836, Ampère, qui souffrait déjà depuis plusieurs années, part pour une tournée d'inspection à Marseille. Il fait escale à Saint-Étienne pour revoir une dernière fois son ami Bredin. Celui-ci veut le ménager et s'efforce de ne pas engager de conversation métaphysique. Mais Ampère proteste. « Ma santé, il s'agit bien de ma santé. Il ne doit être question entre nous deux que des vérités éternelles, des choses et des hommes qui ont été funestes ou utiles à l'humanité. » Le 10 juin 1836, Ampère s'éteint à Marseille après un jour d'agonie. À la personne qui lui propose la lecture d'un passage de l'Imitation de Jésus-Christ, il répond « C'est inutile, je la connais tout entière par cœur. » Quelques jours plus tard, Bredin écrit à Jean-Jacques Ampère « Celui que nous regrettons, ce puissant esprit, cette vaste intelligence, cette imagination ardente, élevée, ce cœur si généreux, votre Père, mon André, est maintenant réveillé d'un rêve pénible. L'exil est terminé. Jamais homme n'aima comme il aimait, je ne sais ce qu'il faut admirer le plus de ce cœur ou de ce cerveau. » Et vous voyez, à ce témoignage de l'ami le plus intime fait écho celui d'Ozanam qui confie quelques années plus tard « Ceux qui n'ont connu que l'intelligence de cet homme n'ont connu de lui que la moitié la moins parfaite. S'il pensa beaucoup, il aima encore davantage. » Voilà, chers amis, le souvenir que laisse à ses proches l'exceptionnelle personnalité d'André-Marie Ampère. Cette prodigieuse intelligence qui fait peut-être de lui l'un des derniers savants universels ne le résume pourtant pas. Sa hauteur spirituelle, sa grande bonté, alliée à une sorte de simplicité naïve, maladroite, de grand distrait, conquirent l'affection de tous ceux qui le connurent. Et c'est sans doute grâce à l'humilité de sa foi que jamais Ampère, malgré les malheurs et les déceptions qui l'accablèrent, ne se durcit dans l'amertume ou l'orgueil. Comme s'il était secrètement resté l'enfant du Mont d'Or qui flânait dans les collines en déclamant des vers et dont on recueillit un jour cette confidence, et c'est par cette confidence que je vais conclure cet exposé. Je posséderai tout ce qu'on peut désirer au monde pour être heureux, il me manquerait tout, le bonheur d'autrui. Je vous remercie.